Et voilà, c'est encore des jeux moches qui sont récompensés. Je suis pas mal moi quand même. Avec un auteur aussi gentil et talentueux, je ne pouvais que gagner. De toute façon, il n'y en a toujours que pour les jeux de pose de tuiles. Ouais, c'est vrai. Bah, désolé, je vois pas de quoi tu parles. J'ai été nommée, c'est déjà trop cool. J'étais à 2 doigts de la victoire. Et toi, Turing, t'en penses quoi? Nous voici de retour de Cannes et on se pose tous la question, voilà, nous on en parle, des nommés, des gagnants, mais qu'en pensent les premiers concernés, les jeux? Et ben voilà, vous avez eu un aperçu tout à fait véridique et réel, voilà, pas du tout, bref, voilà, notre petit sketch, on est de retour de Cannes, on est très en forme, plus ou moins, pour chacun d'entre nous. Au fait, coucou Alex, pardon, oui, à chaque fois je te néglige, oui, il y a quelqu'un derrière la caméra. Petite annonce déjà par rapport à Cannes, vous aurez normalement un petit vlog qui devrait sortir, je crois qu'on avait dit samedi, donc demain. On va essayer, c'est Alex qui est aux commandes. Donc normalement demain par rapport à la vidéo quand vous la regardez, où on fera du coup un petit vlog filmé par Antoine avec notre petit débrief de ce qui nous a marqué, etc. Donc ce sera samedi. On a aussi un focus en fin de vidéo sur un des jeux qui nous a le plus marqué à Cannes et que les éditeurs Cocktail Game a eu la gentillesse de nous passer une boîte. Ils en avaient très peu, donc merci encore à eux. C'est Trio, donc on vous laisse aller à la fin de la vidéo si ça vous intéresse ou attendre que la vidéo se termine parce que vous aimez bien nous voir parler. Ça sera du coup un focus aussi qui sortira le dimanche comme d'habitude. Donc là vous êtes gâtés, vous avez vendredi, samedi, dimanche. Oh, et normalement lundi, il y a aussi un top vente. Voilà, on vous laisse pas, on a été pendant une semaine, on a été absent, là, on vous lâche plus. Maintenant, ah oui, encore une autre annonce, oui, après le premier je commence. On va avoir un petit concours pendant la vidéo pour vous faire gagner un jeu. Vous verrez pendant la vidéo. Eh oui, je triche un peu, vous serez obligé de regarder un petit peu et de fouiller dans la vidéo si vous voulez savoir quel jeu gagner et comment. Maintenant, on commence par les retours en stock. Voilà, Antoine a lancé la mode, on fait les retours en stock en début de vidéo. Petit retour en stock de Rush & Roulette qui était revenu normalement la semaine dernière, mais bon, on rattrape, hein, voilà, ce sera la vidéo de cette semaine et de la semaine dernière. Donc c'était le jeu un peu de Paris qui reprend vraiment les sensations de la roulette russe. On va retourner les paquets qui sont en fait nos balles dans notre pistolet en espérant ne pas tomber sur la balle parce que sinon on se fait buter et voilà, et on est éliminé. En gros, il est de retour donc. Et maintenant, je laisse la main à Antoine. Hello, salut à tous. On commence avec Triqueta, un jeu de Stéphane Dora et Ralph Zorund, illustré par Annika Heller, un jeu familial à partir de 8 ans pour 2 à 5 personnes. C'est un jeu assez calculatoire, avec un petit peu de hasard, et on peut se faire des petits sales coups, vous allez voir. Donc là on a une mise en place pour 3 personnes, on va jouer un certain nombre de manches, donc là on voit qu'on a une manche en cours, puis encore 2 manches qui nous attendent, donc à chaque manche on va aller piocher chacun de notre tour des éléments là-dedans. Alors, que peut-on faire? C'est mon tour, je pioche, je regarde secrètement, c'est un petit lapin, 5. Je peux soit le mettre dans une ligne, donc vous voyez que là, 3 joueurs, 3 lignes, si on était 2 joueurs, 2 lignes, et ainsi de suite, et je le rajoute, tout simplement. Tour de table, ça revient à moi, ce que je peux faire, c'est de ne pas les piocher là-dedans, et je décide d'aller récupérer tous les éléments d'une ligne. Donc admettons, je vais récupérer, hop, on va dire ceci, je le mets devant moi. Si j'ai des éléments, hop, de la même couleur, du même animal, eh bien je vais commencer comme ceci une triqueta, donc c'est quand on va en aligner 3, comme ceci par exemple, okay. Et si on en a des nouveaux, hop là on va commencer de nouvelles triquetas. Quand j'ai pris, je m'arrête pour la manche, donc là les autres joueurs ils vont terminer ceci sans moi, sauf le dernier joueur, s'il veut il termine pas, et puis il ramasse quelque chose. Donc rien que là il va y avoir tout un tas de petits dilemmes. Ok, je prends ça, je rajoute ça, ah mais oui, mais on regarde évidemment le jeu des autres joueurs, je vois que là j'ai laissé des lapins, il y a un autre joueur qui a besoin de lapins pour terminer cette triqueta, aïe, bon. On va calculer tout ça. Terminer les triquetas, ça va être très intéressant. Pourquoi? Simplement, on va regarder le scoring de fin. Il est très très simple. Si vous avez un élément tout seul, peu importe la valeur de cet élément, c'est 1 point. Donc là, 1 point, 1 point. Là, quand vous avez 2 éléments ensemble, ça fait 2 points. Donc 2 points et 2 points. Okay. Par contre, quand on fait une triqueta,
ceci. Alors sachez-le, la triqueta c'est ce symbole là qu'on voit derrière. D'accord. On va compter les points indiqués sur l'animal. Donc là j'ai ma triqueta de sanglier, je suis bien content parce que ça fait 8 points. Par contre ici, on voit qu'il y a eu une triqueta de cerf, je suis content, j'ai réussi à avoir mes 3 cerfs, j'étais bien heureux. Et à un moment ou à un autre, bah, j'ai dû ramasser du cerf. Je dis j'ai dû parce que en général on essaye de pas ramasser à nouveau un élément qu'on a déjà, en tout cas avec lequel on a fait une triqueta, parce qu'en fait bah déjà ça annule la triqueta, donc bah là j'aurais eu 7 points, et je m'assois dessus, je n'en ai pas mes 7 points, et comme il y a 2 éléments dessus, c'est moins 2 points. D'accord. 3 éléments, moins 3 points. Il faut pas faire la triqueta trop tôt en fait. Il faut pas les faire trop tôt, et pourtant on est tenté de vouloir ramasser tel élément, tel élément, tel élément. Et si on s'y prend trop tard, bah on se fait voler les éléments par les autres joueurs. Alors tout à l'heure t'as dit que quand on pioche, on peut du coup le poser devant soi aussi? Alors exactement, il y a une dernière option, ça en fait c'est quand je prends l'élément, je peux le faire ça que 2 fois par partie. Je regarde et bah, je vais le mettre devant moi. Ah, plutôt que de le jouer, tu le mets devant. Exactement, et en fait à la fin de la partie, quand on va compter le score en fait, hein, hop là, je vais révéler. Et bon bah là, pour le coup ça fait un petit point en plus, mais peut-être que bah, si j'avais eu 2 ours, bim, ça m'aurait permis de compléter une triqueta. Aussi simple que ça, quand on a fini toutes les piles, c'est la fin de la partie. C'est terrible parce que bah, première partie vous faites vos petites triquetas de votre côté bien gentiment et très rapidement vous comprenez qu'en fait en posant le lapin là ou là ou là ça change tout et que il faut trouver l'endroit où ça va le plus embêter vos adversaires. Bien sûr. Très calculatoire, pourtant très simple. Voilà, c'est un petit plaisir triqueta et bah, toutes ces illustrations avec tous ces animaux colorés, c'est très plaisant. Et c'est Alice qui prend le relais. Hop là, je récupère mon petit micro pour Fish and Shit. Un jeu où il y a du mensonge, c'est cool les jeux où il y a du mensonge. Ouais, grave. Fish and shit, shit, pas le caca. C'est le triche, la triche. Cheating, c'est tricher. Du coup, eh ben, c'est des poissons tout mignons qui, vous voyez, ils brillent beaucoup. Ils brillent beaucoup, comme des écailles de poisson. Ça va être un jeu de culture G, un peu à la Snakes, avec des questions vraiment farfelues qui sont faites exprès pour que y ait peu de personnes qui connaissent les réponses. Et un jeu de rôle caché. C'est pour ça que je vais quand même le comparer à Snakes, mais mélanger aussi un peu avec du jeu du post-it. La différence, c'est qu'il y a 2 camps seulement. Enfin 3 on va dire, le joueur qui va devoir répondre à la question posée, et les autres, il y a les méchants qui mentent et le gentil qui dit la vérité. Donc au début de la manche, il y a une personne qui va piocher une carte, on va dire, qui ne regarde pas le dos, parce qu'il y a la réponse. D'accord. Qui ne lit qu'à voix haute la question ici. On mélange les identités, on les distribue à chacun. Chacun prend connaissance secrètement de son identité. Si vous êtes rouge, vous devrez mentir, dire du pipeau. Et si vous êtes bleu, vous devrez dire la vérité. Ok. À la réponse en fait. Oui, voilà. Donc du coup, on va commencer. Hop là. En 2018, qu'a fait un couple de sexagénaires à ses voisins afin d'obtenir une mesure d'éloignement. Là, on va faire un tour de table. Chacun va nous répondre. Antoine, toi, si tu devais dire une réponse. Ils ont fait caca dans la poubelle. Voilà. Intéressant. Ça peut être des réponses comme ça. Et Alex, on va dire que c'était le gars qui disait la vérité, même si je le sais pas. Toi, c'est quoi la réponse? Eh bien, ils les ont aspergés au tuyau d'arrosage. C'est une bonne technique. En gros, chacun va donc me donner sa réponse, sans que je sache qui me mitonne ou pas. Et à la fin, je vais éliminer des gens au fur et à mesure pour qu'à la fin, il ne reste que l'innocent. Du moins, c'est ce que je vais essayer de faire. C'est aussi un peu un jeu de prise de risque parce que je peux m'arrêter. Je peux dire, ok, toi, je pense que tu mens. Il révèle. S'il mentait, effectivement, cool, ça me fait 1 point. Je peux continuer comme ça ou dire, non, je vais pas plus désigner parce que si je me trompe, je gagne pas de points. D'accord. Et les autres, ils gagnent des points. Mais je peux continuer. Et en gros, toutes les personnes qui ne se seront pas faites découverte en tant que menteurs gagnent des points aussi. Très bien. Donc voilà, il y a un peu du Stella aussi. Dans Stella de l'univers Dixit, tu as ce truc de désigner les personnes dans un certain ordre, un peu stratégique, de se dire ok, lui c'est sûrement, lui je suis pas trop sûr donc je vais voir. Et comme disait Fanny aussi, ça fait beaucoup penser aux fictionnaires, pour ceux qui connaissent. Ça se peut. Et là vous voyez, il y a une magnifique boîte de sardines qui est le paquet de la pioche. Donc en fait c'est fait exprès. Vous le sortez, là il y a la question que moi je vais lire, puis hop je la lève et pouf, vous c'est votre côté. C'est magique n'est-ce pas? C'est très bien fait, vous gagnez des petits points, pop pop pop. Vous faites autant de manches que vous voulez ou un certain nombre, il y a sûrement des règles là-dessus, mais bon comme tout jeu d'ambiance, vous jouez autant que vous voulez, hein, voilà. C'était un jeu à partir de 10 ans, parce qu'il y a un peu de culture G quand même, à partir de 4 joueurs jusqu'à 10 joueurs, et pour 30 minutes de
parti. Voilà, l'auteur c'est Rob Pichet, on dirait pisqué un peu. Et je vais continuer avec El Grozilla. C'est l'extension de Happy City, le jeu que tout le monde aime, même si c'est David qui a mis sa tête dessus, mais tout le monde l'adore dans la boutique. Jeff a sa petite boîte d'ailleurs qu'il a fait dédicacer par les auteurs à Cannes, le chanceux. Grozilla, première extension de ce petit jeu, on va rajouter des kaiju, qui sont ces gros monstres japonais comme Godzilla en fait. Ça va être 5 kaiju qui vont ressembler à ceci. Donc on a 5 pions énormes en bois dedans. On a un piou-piou, on a un corgi, on a un poupzilla, un caca, poulpzilla, Grozilla du coup et Cadzilla. Chacun va avoir en fait une sorte de mécanique. Donc le but c'est de foutre le caca dans votre ville. Voilà, parce que c'est la ville du bonheur. C'est un peu trop justement heureux. Et ben on va avoir une 4e pioche avec des nouveaux bâtiments qui sont multicolores, stylés, mais au milieu on aura mélangé les cartes des kaijus. Et les kaijus, ils vont venir vous embêter. Donc ça va être aussi une prise de risque. Est-ce qu'à votre tour, vous essayez d'aller dans la pioche qui est trop cool parce qu'il y a des bâtiments multicolores, mais vous avez le risque de prendre un kaiju, ou vous la jouez safe? Vous allez aussi avoir énormément d'interactions parce qu'il y a des kaijus que vous pouvez refourguer aux autres et qui vont bien les embêter, qui vont bloquer leur ville ou des choses comme ça. Pour s'en débarrasser, il va falloir jouer des cartes de la même couleur que le kaiju qu'on vous a mis. Donc ça vous fait un peu sacrifier des cartes. Mais vous voyez, les bâtiments multicolores ils sont plutôt stylés et qui vous donnent aussi plein de types du coup. Et voilà, chacun a vraiment sa petite mécanique. Je les connais pas tous, mais vous voyez que Cadzilla il va vous supprimer des messieurs par exemple. Voilà. Je les connais pas tous, je sais que je l'avais vu à Cannes l'année dernière ou Vichy. Tout à fait. Et depuis je n'ai pas retrouvé les informations précises sur chacun des kaijus. Je vais le squatter à David pour en apprendre plus parce que bien évidemment il l'a pris. Je crois que c'est tout pour moi. Je vais passer à Antoine. Et ce sont les As d'or. Ils sont là, on a fait un petit espace As d'or. Arc Nova, Expert, Challengers, Initiés, Acropolis, tout public et Flashback Zombie Kids, catégorie enfant. Félicitations à toutes les personnes qui ont bossé sur ces jeux. C'était fantastique, Cannes, la cérémonie, la remise, c'était voilà. Et je suis très content parce que dans le lot, il y a quand même des jeux qui me plaisent particulièrement, n'est-ce pas? Wink, wink, hop. Et on va continuer avec les nouveautés de la semaine, avec le Grand Voyage, Migration d'automne, qui est arrivé la semaine dernière, mais enfin techniquement, on vous en parle cette semaine. C'est un jeu de Charlec. Charlec, ça vous dit peut-être quelque chose, puisque c'est l'auteur de La Bête, notre gros coup de cœur 2022. C'est illustré par Maud Briand et Guillaume Tavernier. Comme souvent dans les jeux de Charlec, car je vous dis comme souvent, on en connaît un en boutique, c'est La Bête, mais on en a vu d'autres à Cannes, donc on commence un petit peu à identifier le style du monsieur. Oui. C'est clairement une personne qui part de sa thématique et qui va développer sa mécanique autour de sa thématique, des thématiques toujours très inspirées, toujours très spécifiques. Et inspiré surtout de faits de la vie réelle en fait. Oui, c'est vrai. Voilà. Plus ou moins romancé bien sûr pour La Bête par exemple. Ici il s'agit de la migration des oiseaux tout simplement. C'est un jeu dans lequel chaque personne va avoir son oiseau, donc vous êtes l'éclaireur de votre espèce en gros. Hein. Donc par exemple, eh bien toi Alex tu joues les guêpiers d'Europe et moi je joue la sarcelle d'hiver. Ah dommage. Très bien la sarcelle d'hiver. D'accord, j'en suis assez fier. C'est très bon avec des petits oignons. Alors, je sais pas du tout. Donc, on va partir du nord évidemment. On va aller vers le sud comme ça en Afrique centrale. Et ben on a notre petit pion correspondant à la couleur de notre animal, et on va se déplacer de case en case. C'est une course, hein, basiquement. C'est une course qui fonctionne avec un système de stop ou encore. C'est simple, à chaque manche, on va partir tout à gauche, donc on a à nouveau notre pion comme ça, qui rappelle notre couleur et notre animal, notre petit oiseau. Et vous allez choisir si vous continuez ou si vous arrêtez avant qu'on tire une nouvelle carte. Le principe du stop ou encore, hein, tout simplement. Alors au début, on se place, hein, évidemment, et on voit que y a des cases où il n'y a rien. Donc c'est tant mieux, vous y mettez, il ne se passe rien. Il y a des cases où il y a des petits symboles. Ce sont des dangers, des périples. Donc ça peut être des chasseurs qui vont tenter de vous dégommer. Ça peut être la pollution, ça peut être le vent, ça peut être des oiseaux de proie, etc. À chaque fois que vous allez sur un symbole comme ceci, sur votre fiche d'éclaireur comme ça, vous allez faire descendre le cube. Vous avez une petite jauge correspondant au symbole, donc vous allez faire descendre le cube d'une case.
vous allez avoir un plus ou moins grand nombre de cases suivant votre oiseau. Donc il y a un côté asymétrique, on va dire rapidement, mais oui, quelque part il y a une certaine asymétrie. C'est pas non plus le cœur du jeu, mais vous avez certains oiseaux qui résistent mieux au froid, d'autres qui intéressent moins les chasseurs. Il y a un des oiseaux, c'est un oiseau de proie. Bah, du coup, lui, il est complètement immunisé aux oiseaux de proie. C'est pas son problème, etc. Vous allez donc descendre et il faut surtout pas que ça tombe à zéro. Alors, en plus de ça, vous allez prendre autre chose en compte, c'est que, vous voyez, il y a 3 cases, et donc il y a le niveau bas, donc l'altitude basse, l'altitude moyenne, l'altitude haute. À chaque fois que vous avancez sur une nouvelle carte, vous acceptez de continuer votre périple, votre voyage, et bien vous allez pouvoir monter ou descendre d'un niveau. Donc quand je suis en bas, je peux aller qu'au milieu. Une fois que je suis au milieu, je peux aller en haut ou en bas. Je peux choisir de rester en altitude moyenne, etc. C'est un danger de monter trop, parce que après il faut bien redescendre à un moment. Hein, et pour ça, il faudra emprunter d'autres cases. Mais en hauteur, peut-être qu'il y a aussi un peu moins de dangers, ou des dangers d'un type qui inquiète un peu moins votre personnage, votre oiseau, votre éclaireur, notamment les chasseurs. Les chasseurs, on va souvent les trouver au niveau du sol. Bref, vous avez ce côté stop ou encore, et quand vous décidez d'arrêter, vous allez avancer du nombre de cases correspondant au nombre de cartes que vous avez traversées. Et tac, 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 sur le plateau, vous avancez du nombre de cases, sachant que sur certaines cases, il va y avoir des malus. Fait quand vous commencez sur telle ou telle case, eh bien, vous allez commencer avec votre cube qui s'est déplacé d'une case de plus. Entre 2 manches, votre oiseau, quand vous allez le faire redescendre au niveau du sol, il va pouvoir se reposer, donc vous allez remonter toutes vos différentes petites jauges, et c'est comme ça qu'on s'en sort. Voilà, donc c'est très 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 thématique, c'est simple à prendre en main, on voit que c'est du 8 ans et plus, c'est du familial, des parties d'environ 20 minutes, ça va dépendre du nombre de joueurs, parce qu'on peut jouer jusqu'à 8, et moi je trouve ça trop cool, parce que mais combien de fois en boutique on nous demande des jeux de stratégie familiaux, où on peut jouer à nombreux. Alors il commence à y en avoir, hein. C'est vrai que par exemple souvent Seven Wonders Architect, ça va être un peu notre arme qu'on dégaine dans ce genre de demande. Et maintenant on pourra penser au grand voyage, et je le trouve particulièrement joli. On change complètement de thématique, on change complètement de gameplay, on change complètement de cible, avec les extensions pour Terraforming Mars, Expédition Ares. Alors il n'y avait plus ma tête dessus, mais elle y est restée longtemps, croyez-moi, parce que déjà je suis fan de Terraforming Mars, et j'aime bien cette mouture où il y a donc ce système où autour d'un joueur, il choisit une action, et tout le monde va pouvoir faire cette action, mais vous, si c'est vous qui avez choisi l'action, vous allez pouvoir la faire de manière bonifiée. 3 extensions d'un coup. Frixelius, chez Frix Games, là ils sont un petit peu chauffés. Pourquoi attendre ? C'est clair. Donc, Crise, ça va vraiment changer l'expérience de jeu. Puisqu'en fait, désormais, c'est un mode coopératif. On a terraformé Mars, c'est cool, c'est bien, on est installé, il commence à y avoir des gens qui vivent dessus. Et il se trouve que Mars s'est pris une grosse astéroïde dans la tronche. Ce sont des choses qui arrivent. Et donc évidemment, il y a un gros trou dans l'atmosphère, donc on perd l'oxygène, on perd notre atmosphère. Il y a tout un tas de paramètres, tous les paramètres en fait, tout simplement vont tomber. On perd la chaleur évidemment, enfin voilà, c'est réaction en chaîne. De la même manière qu'on arrive à faire des réactions en chaîne, des fois quand on va terraformer. Mais c'est beaucoup plus difficile de construire que de détruire. Donc là, la planète, elle se détruit toute seule. Il va falloir qu'on arrive à maintenir tous ces niveaux de terraformation ensemble. Ça va considérablement modifier la manière dont vous jouez à Expédition Ares. On a à côté Découverte. Découverte est là pour améliorer, compléter votre expérience de jeu, si vous voulez que ça soit un peu plus technique, et sous certains aspects, ça va se rapprocher un peu plus du Terraforming Mars classique, dans le sens où désormais on va trouver les récompenses et les objectifs. Donc premier arrivé peut se servir, peut prendre la médaille parce qu'il a réussi à faire plus de telle chose ou plus de telle chose. Voilà. Et c'est quoi? Oui, voilà. On a des cartes comme ceci qui font des actions, et vous allez pouvoir les améliorer. Les fameuses cartes que vous choisissez, elles vous donnent une action à tout le monde et bonifiées pour vous, vous allez pouvoir les améliorer. Ça va clairement orienter votre stratégie. Ça va peut-être aussi vous rendre plus prévisible aux yeux des autres joueurs. Il va falloir y penser, ça aussi. Hop. Et on termine avec Fondation. Quel beau nom pour un jeu de science-fiction. Expédition Ares Fondation, un peu à l'image de Découverte, elle est là pour augmenter votre expérience de jeu. Je dirais que c'est la boîte qui va le moins retourner les sensations de jeu proposées dans la boîte de base, mais tout en pensant à rajouter un certain nombre de choses. Il y a essentiellement énormément de cartes projets, et ça va rajouter les infrastructures, donc c'est un nouveau niveau de terraformation, notre moyen d'avoir des niveaux de terraformation. On va construire des infrastructures sur la planète rouge. Hop, et voilà donc pour Terraforming Mars, Expédition Ares, les extensions. Et on continue avec Focus.
culte. Faux culte, on nous l'a demandé tout Noël, je crois à peu près, ce début d'année. Et on est enfin content de pouvoir vous le présenter et vous le proposer en boutique. Alors là, vous expliquer comment ça fonctionne, ça va être un plaisir, ça va être d'une simplicité absolue. Je vous le pitch quand même rapidement. Il y a des cartes qui sont en fait des critiques horribles, ignobles de films plutôt jugés excellents d'habitude. Oui. Et il y a une personne qui va lire la critique et les autres personnes doivent trouver le film. Point. C'est aussi simple que ça. Alors on va s'en faire deux petits pour le plaisir parce que c'est quand même assez jouissif, il faut le dire. Il y a cette critique qui dit « Un chef-d'œuvre d'ennui sur un gangster qui aime manger des burgers et tuer des gens en récitant la Bible. What the fuck ?» C'est ce qui a marqué, hein, c'est pas moi le what the fuck. Encore que j'ai envie de le dire. Peut-être que vous aurez reconnu Pulp Fiction, évidemment, hop là. Un lancer de nains dans l'open space. On peut difficilement aller plus loin dans l'abjection et l'obscénité. Le loup de Wall Street. Bien sûr. Voilà, donc celle-ci était facile, il y en a des plus difficiles, il y en a des absolument évidentes et juste on rigole parce que c'est terrible ce qu'on est en train de lire. Vous êtes en train de vous demander, mais pourquoi y a-t-il un triqueta ici? Oui. Que fait-il ici, ce petit triqueta? C'est vrai. Ah le triqueta, c'est le jeu concours. Ça fait longtemps que vous n'avez pas fait un jeu concours, on s'est dit quand même, ça fait longtemps, voilà, on vous en fait profiter une fois de plus. Ce triqueta, pour le gagner, il faudra répondre dans les commentaires. Parmi toutes les personnes qui ont donné la bonne réponse, on va faire nous un petit tirage au sort, et puis voilà, après vous connaissez la formule. On annonce le gagnant ou la gagnante dans la vidéo de la semaine prochaine. Pour répondre, eh bien, il faudra trouver la bonne réponse donc de ce faux culte, donc le titre du film. Attention, ouvrez les guillemets, une demi-étoile pour Brad Pitt en jupette. Fermez les guillemets. Noël nous a fait rire. Vous mettez ça en commentaire et peut-être que vous pourrez gagner un triqueta. C'est fini pour faux culte parce que tout est là. C'est aussi simple que ça. Et on passe juste à côté à Phantom Inc. En retard, hein. Vous savez, moi j'ai plein de choses à faire derrière. Oui, Phantom Inc, on l'a vu à la journée pro Gigamic, il y a un mois, je ne sais plus, il y a fort peu longtemps avec Antoine, et on l'a revu à Cannes. Vous avez dû peut-être voir les photos si vous êtes des bons élèves et que vous venez voir l'Instagram. Phantom Inc, qui est un jeu semi-coopératif à la Codenames. En gros, on a deux équipes qui s'affrontent avec deux esprits qui sont en fait les maîtres détectives dans Codenames et le reste de leur équipe qui vont être ici les médiums. Les maîtres espions. Voilà. C'est à partir de 10 ans, de 4 à 8 joueurs pour 15 minutes de partie. C'est par Mary Flanagan et Max Seidman, illustré par Spring You. Donc le jeu, vous voyez là, il y aura l'équipe Soleil et l'équipe Lune. On a les deux maîtres détectives, donc esprits, qui vont piocher ensemble une carte et qui vont se mettre d'accord sur quels mots ils vont faire deviner pour cette partie. Donc ils peuvent en dire genre la 3, oh non la 5 quand même c'est plus drôle. Bon ok, non allez on passe sur la 4. Très bien. Ok, bon, ils savent tous les deux que ce sera Alien. Les équipes ne savent pas bien évidemment. Les équipes elles se seront piocher chacune 7 cartes qui sont des questions. Des questions qui sont à l'envers, voilà. Des questions et ensemble, elles vont en choisir 2 qu'elles vont donner à leur fantôme, esprit, ce que vous voulez. Je mélange aussi avec Mysterium, parce que voilà. Et ils vont dire, voilà, on va lui passer ça parce que c'est des questions déjà un peu génériques. Donc par exemple, est-ce que c'est un objet ou des trucs comme ça pour déjà réduire l'entonnoir, sachant que le but est d'être la première équipe à avoir trouvé le mot. Oui. Voilà. On va dire, ok, je te passe ces 2-là. Et l'autre équipe va aussi donner 2 mots à son esprit. Très bien. L'esprit va regarder les 2 questions et va en choisir qu'une seule, celle qu'il juge la plus pertinente. Okay. Déjà, ça peut donner aussi un indice à son équipe. Bien sûr. De dire, il n'a pas répondu à celui-là, peut-être que ça n'avait rien à voir. Peut-être. Hop, il pose l'autre, il la défausse. Et il va commencer, sur son côté du papier, à répondre à la question. De quel principal matériau se compose-t-il? Sachant qu'on avait dit alien. Waouh, ok. Et des fois, il peut en supprimer une parce que il n'y a pas de réponse. Justement, l'autre c'était quoi d'ailleurs? Qu'est-ce qui pousse les gens à se battre pour lui? Les deux sont pas évidents quand même. Non. Oui. Donc des fois, le fantôme il est genre. Alors laquelle est la moins pire? Là, la composition de chair probablement. Non. Un alien. Moi, je dirais acide. Donc voilà, déjà c'est dur. Donc il va écrire lettre par lettre. Parce que chair, on n'est même pas sûr. Ouais. C'est vrai, ouais. C'est ça qui est fou avec. Il fait lettre par lettre et son équipe peut lui dire stop dès qu'il veut. Parce qu'on va mélanger aussi avec décrypto, c'est-à-dire que l'autre équipe peut aussi se servir de l'indice parce qu'il le voit.
Donc l'équipe active va essayer de pas lui laisser à son fantôme le temps d'écrire tout le mot, parce que ça donne plein d'indices à l'autre. Donc il va dire, ok, il a mis A, C, I, là ils disent, attends, ça pourrait être acide. Stop, ok, on arrête là. L'autre équipe va aussi dire sa réponse, etc. Jusqu'à ce qu'à un moment on puisse dire, bah là, attends, on va t'écrire notre réponse, qu'on pense être la bonne. Oui. Donc on écrit, si c'est pas bon, bah tant pis, on continue, si c'est bon, bah tant mieux, on a gagné. Voilà, et on va continuer comme ça. Ce qui est drôle, voilà, c'est que des fois on écrit des débuts de mots, on est sûr que c'était ça, et en fait peut-être que le fantôme c'était pas du tout ce mot-là qu'il voulait écrire à la base. C'est très malin, les questions sont très très bien écrites. Ouais. On sait jamais trop quoi répondre, mais il y a quand même toujours une petite réponse. Ouais. Donc le fait voilà. de mettre les lettres aussi l'une après l'autre, c'est vraiment très sympa, parce que des fois on dit ok c'est bon. Oui, tout à fait. Et en fait, non. Oui, tout à fait. Donc voilà, c'était Phantom Inc. On va passer à l'actu JDR. Actu JDR. On commence l'actu JDR avec Aventure à Rokugan. Donc c'est dans l'univers de la légende des 5 anneaux, L5R pour les connaisseurs. On est dans un univers très inspiré de la culture japonaise en fait, mais pas que. Il y a quand même un mélange un petit peu avec la Chine aussi, mais enfin essentiellement du Japon. Ça se passe plus tard dans cet univers-là que la gamme précédente. Et désormais, ce qui va essentiellement changer, c'est que le système de règles a également changé. C'est le système de règles de la 5e édition. Mais la 5e édition de quoi, me dites-vous? Mais oui, bien sûr. Bah oui, la 5e édition de Donjons et Dragons, évidemment. C'est juste qu'ils n'ont pas le droit de le marquer dessus. Voilà, en gros, c'est ça l'idée. Donc, une nouvelle mouture de L5R, j'en suis très curieux. Et sachez que on a ceci à donner, ce sont des petites cartes de NPC, Non-Player Characters, des personnages en fait tout simplement, qu'on donne à la boutique quand vous achetez le livre. Donc surtout, ne vous en privez pas. Hop, on continue la petite actualité, parce que j'ai juste ces deux petites choses à vous montrer. Enfin, là il y a Critical Sanctuary, donc évidemment on est particulièrement heureux. C'est donc la deuxième boîte après Critical Foundation dans un nouvel univers, mais avec les mêmes règles. Le Monnier va là du trait sur ce projet. C'est donc de l'initiation au jeu de rôle, et c'est un jeu de rôle qui, du moins une initiation qui va s'adresser à tout le monde, notamment aux MJ en fait. C'est vrai que souvent on a tendance à considérer que le ou la meneuse de jeu sait déjà faire du jeu de rôle et que c'est plus des initiations à tel ou à tel univers, mais là vraiment on reprend les bases depuis le début et on vous accompagne pas à pas au travers de 9 scénarios, donc du scénario 0, l'épisode 0 à l'épisode 8, parce qu'il y a cette formule un peu Netflix. On a fait un focus dessus qui est plus qu'un focus, c'est un actual play quoi en fait, donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Nous en tout cas on s'est bien amusé à le tourner, on a continué l'aventure, on est quasiment sur la fin, si je dis pas de bêtises, et c'est top de top. Quel plaisir d'avoir les illustrations de Monsieur Dutré sur du jeu de rôle. Je trouve que c'est très bienvenu. Il apporte cette touche un petit peu un peu junglesque, fantastique à l'Heroic Fantasy qu'on est habitué de croiser. Ça me fait un petit peu penser à un RuneQuest dans l'univers aussi. Bref, de l'Heroic Fantasy pour débuter dans le jeu de rôle, ou simplement pour mettre le pied sous la table et se laisser guider. C'est Critical Sanctuary. On avait fait la petite vidéo avec notre MJ, alors c'est l'instant publicité, vous ne nous en voudrez pas, avec Christophe, et il y a la petite carte meneur de jeu professionnel, la petite carte est à la boutique, donc ça aussi n'hésitez pas à la récupérer, ou alors dans la description du focus, de la partie de Critical Sanctuary qu'on a fait, vous pouvez retrouver ses coordonnées. Voilà, on lui doit bien ça. On passe à la suite de la vidéo. Bonjour, bonjour, bonsoir, bonjour, bonne joueuse. On continue cette vidéo avec Gozu X. Si le nom Gozu ne vous est pas inconnu, c'est normal, puisqu'en fait Gozu X c'est la refonte, la réédition de Gozu, un jeu qui est sorti en 2004-2005, si je dis pas de bêtises. Là, c'est Sorry War French qui nous sort ça, et c'est illustré par David Sidbon. C'est un jeu pour 2 joueurs, une demi-heure de partie, peut-être un peu plus pour vos premières parties, à partir de 14 ans, parce que c'est un jeu de combo de cartes. C'est là où je ne vais pas rentrer dans le détail des effets de chacune des cartes, parce que déjà, ça commence très bien. Moi, j'aime beaucoup cette mécanique-là, parce que je suis très fan de Smash Up, et notamment, on avait reçu aussi Indomptable chez Novalis, qui était dans un même système de combo de cartes, dans le sens où, au début de la partie, dans la mise en place, vous allez avoir 8 factions. Sur ces 8 factions-là, le premier joueur va en choisir une, puis le deuxième joueur va en choisir 2, puis ensuite l'autre joueur va en choisir 2 autres, et l'autre va en choisir une, ce qui fait qu'on aura sur les 8 factions 3 factions. Vous voyez qu'ici on a des petits, dans le matériel c'est très bien fait, on a des petites tuiles qui récapitulent la couleur, et notamment les effets plus ou moins fréquents en fonction des factions. Donc en fonction, quand vous connaissez bien le jeu, vous savez déjà dès le début sur quoi vous partez en termes de stratégie. Donc déjà, très malin, très expert en termes de jeu tactique.
On voit directement ce que l'adversaire a comme couleur et donc comme potentiellement pouvoir plus ou moins fréquent chez lui. Et lui aussi, il voit ça. Il y a du coup 2 autres tuiles, les cartes qu'on n'a pas récupérées de couleur. Ben, en fait, les tuiles, on va les retourner et ça va enclencher des effets pour la partie. Donc déjà, en termes de rejouabilité, on est très très haut, tant pour la constitution du paquet que pour les tuiles qui seront restées ici pour des pouvoirs en plus qui vont changer la manche. Ça ne va pas changer totalement la manière de gagner parce que comment on gagne dans Gozu? En fait, on va jouer des cartes déjà dans Gozu devant soi, et quand un joueur a 15 cartes devant lui, il gagne instantanément la partie. Ça, c'est une des manières de gagner la partie. Durant la partie, on pourra également essayer de gagner ces petits jetons, qui sont en général des jetons d'activation qu'on va poser sur des cartes, comme rappelé sur les cartes ici, qui permettent d'activer les pouvoirs. Et si jamais j'en ai 5, je gagne aussi la partie. Vous allez voir que les cartes ont également de la puissance, et en fait, à chaque fin de manche, on va regarder qui est le joueur qui a le plus de puissance, et ce joueur-là va récupérer un jeton comme ceci de suprématie. Si j'en ai 2, je gagne la partie également. La dernière manière de gagner la partie, parce qu'il y en a 4, ça va être de choper des cartes à l'intérieur qui changent et qui vous donnent une fonction, enfin une condition particulière pour gagner la partie. C'est des cartes de justice de mémoire. Comment ça va fonctionner? À notre tour de jeu, en fait, ce qu'on peut faire, entre autres, ça va être, déjà, on va commencer avec une main de cartes, et ça va être tout simplement de jouer une carte. Quand on va jouer une carte, ça va en fait à chaque fois vous indiquer des niveaux. Vous voyez, il y a des cartes de niveau 1 et des cartes de niveau 2. Quand je vais jouer une carte de niveau 1, ça va aussi, on va dire, m'impulser un petit peu pour jouer des cartes de plus haut niveau. Vous voyez que ici, j'ai une carte de niveau 1. Donc, comme elle est dans cette catégorie-là rouge, j'ai le droit de jouer une carte rouge de niveau 2. Parce que j'ai la carte niveau 1. Alors, je ne suis pas obligé de la jouer directement en dessous, on s'en fiche un peu de l'ordre. Mais il faut juste avoir la condition. Maintenant que j'ai la niveau 2 en rouge, je pourrais jouer la niveau 3. Et c'est comme ça un peu qu'on va monter en puissance dans les cartes. Vous voyez que certaines cartes ont de la puissance, ça c'est pour notamment la suprématie. Vous allez aussi avoir la possibilité d'utiliser ces jetons, comme je disais, pour activer des pouvoirs de cartes. Mais comme je ne rentre pas dans le détail des pouvoirs de cartes, je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que sinon la vidéo durerait 2 heures. On peut utiliser ces jetons-là justement pour activer des cartes, mais on peut aussi les utiliser pour piocher. Quand j'en dépense un ici sur ma zone, je pioche une carte de mon paquet. Si j'en dépose un deuxième, j'en piocherai 3 autres. Voilà, ça permet un peu d'aller chercher les cartes si on n'a pas, comme moi, de chance dans le tirage. On a des petits jetons ici qui vont nous servir notamment à protéger des cartes. Quand je mettrai un jeton dessus, cette carte-là sera protégée par certains effets parce que oui, on peut aller embêter son adversaire. Vous avez ce jeton-là de merveille qui s'obtient notamment avec des cartes qui auront un mot ici marqué merveilleux. Quand ils sont merveilleux, c'est-à-dire que vous récupérez le jeton, qu'il soit ici ou à l'adversaire, vous le récupérez. Ça sert entre autres à départager les égalités. Ici, vous avez un petit contour, c'est intéressant parce qu'en fait, quand un joueur n'a plus de cartes en main, son adversaire va pouvoir jouer un certain nombre de manches, mais dès qu'il aura fini, hop, ça va avancer de 1. Et dès qu'il aura de nouveau fini, hop, ça avance encore de 1. Donc, il ne va pas jouer jusqu'à l'infini tant que moi, j'ai pas de cartes. Pour relancer une nouvelle manche après, il va falloir attendre qu'il ait fini ses 3 tours. Voilà, je rentre pas trop non plus dans le détail parce qu'après je vais parler des pouvoirs de cartes et je vais m'étendre. Mais sachez que voilà, Gozu était connu pour son côté combo de cartes avec ce côté un peu de quadrillage de cartes qu'on va essayer d'enchaîner avec différentes factions. Là, il a été remis un petit peu au goût du jour. Ça fait très plaisir de voir ce genre de jeu arriver, surtout quand on est fan de jeux un petit peu Magic, un peu Yu-Gi-Oh, tous les joueurs un peu de jeux de collection de cartes. Moi, je suis très fan de Keyforge et je trouve que Gozu, en plus d'avoir une super DA, a une super mécanique. On reste dans le jeu de cartes, pas à collectionner, mais à combo, avec, je l'attendais très bien celui-ci, pardon, Star Wars The Deck Building. C'est une mécanique de Hero Realms, pour ceux qui connaissent Hero Realms ou Star Realms. On se rapproche même plus de Star Realms dans l'univers. Ici, on est sur un univers science-fiction, mais surtout l'univers de Star Wars. En gros, la mécanique va être assez similaire, notamment le but va déjà changer, puisqu'en fait là il va falloir, alors comme Star Realms pour le coup, il va falloir détruire les bases adverses, forcément. Donc il y a un joueur pour le coup. C'est original ça pour du Star Wars. C'est évident, on n'allait pas faire autre chose. On va du coup détruire les bases ennemies, il y en a 3 à détruire. L'idée c'est qu'il y a un joueur qui joue l'Empire et un autre joueur qui joue, moi je l'appelle les nuls, mais c'est apparemment les rebelles. On peut jouer les rebelles ont Chewbacca. Ok. Ça fait toute la différence. Ça fait un point pour toi. Nous on n'a pas le Palpatine. Ensuite, du coup, donc on va avoir comme d'habitude une rivière de cartes et c'est là que c'est hyper malin en termes de mécanique. Pourquoi? Parce qu'en fait on a 2 petites nouveautés en termes de thématique. C'est que les cartes dans la rivière, elles appartiennent soit à l'Empire, soit aux rebelles. Si je joue à tout hasard l'Empire, il y a des cartes de rebelles que je ne vais pas pouvoir recruter. Évidemment, je ne vais pas pouvoir jouer Luke Skywalker ou piloter le Faucon Millenium alors que j'ai l'Empire.
Du coup, ces cartes-là, plutôt que de les acheter, Vous comme les aimeriez cartes bien. classiques, on vous laisse vos vaisseaux un peu nazes. Du coup, plutôt que de les acquérir, ces cartes, on va en fait les détruire. Et du coup, l'intérêt, c'est que du coup, ça va virer des cartes de l'adversaire, ok. il ne pourra pas les récupérer. Et en plus, moi, ça m'octroie aussi des ressources. Ok, on flingue des cartes directement dans la pioche. Ça flingue dans la réserve. Dans en la fait. réserve. Donc c'est hyper ok. cool. Donc si jamais je vois beaucoup de cartes qui t'intéressent, je peux aller zigouiller des cartes qui te semblent très intéressantes pour toi. Autre mécanique, forcément, parce que c'est Star Wars, c'est la force. Et la force, elle va basculer dans le côté obscur ou le côté lumineux. Et forcément, plus il est de votre côté, plus vous avez des avantages, des bonus de ressources, des réductions d'achat, etc. Voilà en gros les différences qu'il y a. C'est Top. effectivement- J'aimerais bien que quelqu'un l'achète, que je puisse y jouer. C'est effectivement un jeu de cartes du coup à combo donc pour 2 joueurs, un peu comme Gozu du coup X. Et c'est aussi à peu près une demi-heure de partie. Voilà pour Star Wars Deck Building. Et on passe derrière le comptoir. Hop, 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 hop. Elles sont où les protège-cartes pour ce jeu? Elles sont là, voilà, j'ai oublié d'en parler, donc je vous le dis là, on est derrière le comptoir. Donc oui, pour les premiers acheteurs de Star Wars, le deck building, vous avez des protège-cartes offerts. Estampillés évidemment, Pas Star mal. Wars, très très cool. On va quitter le deck building pour vous présenter le nouveau microgame, Pentaquark. Pentaquark qui est très compliqué à expliquer parce que moi c'est un jeu plutôt de casse-tête, donc vu que je suis pas du tout casse-tête, c'est impossible de gagner pour ma part, mais je suis sûr que vous pouvez y arriver. C'est un jeu du coup solo parce que vous voyez il est un peu blanc cassé, un peu beige. C'est à partir de 8 ans, 10 ans. Faut être gentil quand même. En Le tout cas, cerveau est très bien fait, putain, monsieur. c'est 15 minutes C'est effectivement. après que ça se dégrade. C'est très rapide, je confirme. Moi, en 5 minutes, c'était bouclé. Dans Pentaquark, ce qu'on va essayer de faire, en fait, c'est que vous allez avoir des cartes de quark avec différents symboles. Donc, il y a des up, des down, des charmes. Et vous avez également des bottom aussi. Il y a 5 symboles différents. Et vous avez également leur anti. Donc, il y a un anti vert, anti bleu, parce qu'il y a aussi des couleurs rouges, etc. Et l'idée, ce sera de faire un Pentaquark. Ce qu'on appelle le Pentaquark, c'est qu'en fait, vous allez trier des cartes durant la partie. Et le Pentaquark, il est récapitulé là. Il vous faudra 2 up. Donc les up, vous en avez, voilà, là par exemple c'est un down, il vous fera 2 up, du coup. Un down, une étoile qui est en fait un charme et un anti-charme. Et en plus de ça, il faudra une couleur de chaque, donc rouge, vert et bleu, plus une autre couleur et surtout son anti-couleur. Je vous ai déjà perdu, mais c'est pas grave, on va vous montrer quand même comment ça fonctionne. Dans le paquet, je vais avoir déjà, dans la mise en place, mis des cartes au recto, donc on va dire quark, et vous voyez qu'au verso, c'est de l'anti-quark. Donc là, en fait, on est rouge, down. De l'autre côté, c'est un anti-rouge et donc un anti-down. Les cartes qui sont là, les 3 premières, je vais les prendre, je vais les révéler, je vais les mettre devant moi. Hop. Et là, il faut imaginer 3 zones. Une ici et une ici. Ici, c'est la zone d'inversion. Ici, ça va être la zone de données. Et ici, c'est la zone de détecteur. Voilà. Et une fois que j'ai 3 cartes, je vais en choisir une que je mets ici, une que je mets ici, et l'autre qui va aller ici, tout simplement. Et à chaque fois, je reprends. Et je suis toujours obligé d'en mettre une ici, une ici, une ici. Au fur et à mesure, il y a des cartes qui vont se placer. Je ne sais pas si j'ai réussi à faire quelque chose de cohérent. Et vous allez voir qu'à la fin du paquet, vos cartes seront placées de manière, on va dire, totalement aléatoire, parce que là, je ne saurais pas vous le dire, voilà, vous aurez fait des tris, en gros. Ce qui va se passer, c'est qu'ensuite, il y a des cartes qui vont partir dans l'inversion. Donc les cartes qui vont partir dans l'inversion, ça va être ici les quarks qui sont dits libres. Un quark libre, c'est un quark en fait qui n'est pas dans un ensemble. Qu'est-ce qu'un ensemble? Ce qu'ils appellent confinement. Un confinement, c'est un ensemble de 3 cartes de couleurs différentes. On va dire comme ça. Voilà. Ça, par exemple, là, j'ai un vert, un rouge, un bleu. Ça, c'est bon, c'est un ensemble. Il n'y a pas de problème. Donc ça va rester. Ici, par contre, ils sont libres. Donc les quarks libres, ils vont dans l'inversion. Ici, c'est l'inverse. Les quarks qui sont libres, on va les garder ici. Et les quarks qui sont assemblés vont repartir ici. Hop, je vais mettre ces cartes-là au pif. L'inversion, pourquoi? Parce qu'en fait, une fois que vous avez collecté des cartes ici, vous allez ces cartes-là d'inversion les retourner et les placer ici. En plus d'avoir ajouté une annihilation. Les annihilations, c'est un peu relou parce que quand vous les piochez, immédiatement, il y a un quark libre dans n'importe quelle zone que vous devez virer. C'est compliqué parce que si vous verrez des cartes qui sont importantes pour réaliser le Penta, du coup, vous avez le Pentaquark, pardon, vous aurez perdu. C'est extrêmement simple en termes de mécanique. Par contre, en termes de casse-tête, c'est assez complexe parce qu'il faut anticiper que les cartes que vous aurez mis dans l'inversion vont devenir quark ou anti-quark, rebasculer en anti-quark ou quark, pour le coup. Quand vous allez piocher des cartes d'annihilation, ça va virer des cartes qui peuvent être importantes. Et ici, les cartes qui restent sont celles qui sont libres, alors qu'ici, les cartes qui restent sont celles qui sont en confinement. Donc à chaque fois, vous devez révéler les cartes, à chaque fois 3 cartes dans le
comment ils appellent ça, le collisionneur, quelque chose comme ça. Et les termes, je les ai bossés. Hein. Donc collisionneur ici, à chaque fois vous répartissez en espérant à la fin tomber sur le pentaquark. Voilà, donc c'est en termes de mécanique, c'est très très fluide. En termes d'explication, c'est pas non plus extrêmement complexe. Par contre, en termes de réflexion, quand vous avez vos 3 cartes là, vous dites ok, je mets ça au-dessus. Là, je vais le mettre dans l'inversion, c'est pas grave parce que c'est un quark, ça deviendra un anti-quark plus tard. Ensuite, ici, je vais le mettre là parce que j'ai besoin de garder cette combinaison-là qui me permettra de réaliser mon pentaquark. C'est une réflexion qui m'est absolument inconnue. Le casse-tête là-dessus, je suis sûr que quand on travaille dans un accélérateur de particules, c'est évident. c'est possible. Ce n'est pas du tout mon cas. Donc c'est vraiment une expérience très spéciale pour moi parce que je me suis ramassé. Hein. En 5 minutes, c'était plié. J'ai regardé les cartes défaussées, j'ai fait. Eh bien, c'est impossible, j'ai perdu. Bah oui, j'avais perdu. Mais voilà, pentaquark, le nouveau solo de la gamme Microgame, très très chouette. Attendez, moi je précise un truc. Il sort d'où ce petit personnage là? Il y a un petit bonhomme qui apparaît. Depuis tout ce temps. Pentaquark, quand vous regardez la vidéo, il y a très peu de chances qu'on l'ait reçu. Donc, plutôt samedi au mieux, venez le chercher. Mais sinon, vous regardez l'Instagram et vous saurez exactement quand on l'a en boutique. Voilà, le petit... Ça marche, on te laisse retourner dans la petite trappe qui mène à la cave. Au revoir, petit lutin. Sur quoi on va enchaîner? On va enchaîner sur... Ah, le Skull rose. Oui, il y a une nouvelle boîte de Skull. Alors, c'est pas juste la boîte qui va changer, même si celle-ci est très jolie. J'ai vu que les illustrations, c'était Tom Vuarchex. Je ne sais pas si ça a changé. Il me semble que oui, mais c'est peut-être le même parce que je ne saurais pas te dire. L'illustration semble à peu près les mêmes. J'ai pas vérifié sur l'autre boîte si c'était le même illustrateur ou si ça avait changé. Skull, je vais peut-être pas le réexpliquer. C'est un jeu de bluff dans lequel on va avoir des fleurs roses et un crâne sous format de sous-boc. Et en fait, durant la partie, on va pouvoir placer face cachée un crâne ou une rose, et quand on va placer les cartes comme ça face cachée, on va pouvoir essayer de miser sur le nombre de roses qu'on pense au total présent parmi tout ce qui a été joué. Ça, c'est la version de base, on fait des paris, on suppose que, etc. Dans cette nouvelle version, ils ont rajouté un sous-boc de dernière chance qui est en fait l'équivalent d'une rose, parce que c'est une fleur dernière chance, donc un trèfle. Et ce trèfle-là, vous allez le récupérer quand vous êtes un peu à poil dans votre jeu, parce qu'en fait, quand vous perdez un pari, vous perdez un sous-boc. Donc forcément, au bout d'un moment, vous en perdez beaucoup. Dès que vous en perdez 3, il vous en reste plus qu'un. Donc pour le bluff, c'est pas ouf. Et surtout pour jouer des tours et essayer d'être un peu plus long en termes de pose de tuiles, bah, vous êtes un peu bloqué. Là, ce qui se passe, c'est que quand vous allez ne plus avoir qu'un seul sous-boc, et bah, du coup, vous allez pouvoir récupérer uniquement pour la manche d'après la dernière manche. La dernière manche, du coup, bah, c'est un nouveau sous-boc qui est un trèfle. Donc à votre tour de jeu, vous allez pouvoir soit poser la carte qui vous reste, soit poser la dernière chance. Ça vous permet en fait de rester 2 tours avant de commencer les enchères. Voilà. C'est une mécanique très chouette au final d'avoir ajouté cette dernière chance, parce que c'est vrai que quand on est pas très bon en bluff, très vite on se retrouve à poil et très vite on peut pas remonter. Donc là c'est cool qu'ils aient pensé à la dernière chance. Ça c'était pour Skull. On revient sur le jeu de cartes, pas à collectionner mais à deck builder entre guillemets, avec mon petit chouchou puisqu'on a reçu les 2 nouveaux champions de Marvel Champions qui sont Gambit et Rogue. On pouvait pas faire mieux en termes de sortie. C'est vraiment 2 super-héros c'est trop cool. Au top. Je ne les ai pas encore joués, je les ai déjà achetés évidemment, je vais jouer ce week-end. Ici on va avoir Malicia du coup, qui va permettre en fait de jouer une carte touchée et en fonction de qui elle touche, évidemment c'est très thématique, elle va pouvoir avoir des effets en plus. Donc si elle attache cet équipement à un sbire, elle gagne déferlement. Si c'est un méchant, elle va pouvoir gagner riposte. Si c'est un allié, elle va gagner le trait aérien. Bref, il y aura plein de combos intéressants par rapport aux mots-clés dans son deck. Okay. Elle est normalement, pour ceux qui connaissent, protection. En termes d'archétype. Ouais, d'archétype, ils ont un terme et je l'ai pas, c'est la tristesse. D'affiliation, je ne sais plus. Ici, vous avez Gambit. Gambit, lui, il va être agressif de mémoire. Pas du tout, c'était jaune, donc c'est... Le jaune, c'est pour contrer la menace, je ne sais plus, ça doit être contre du coup. Justice, merci beaucoup. C'est justice, et du coup Gambit, lui, il va avoir des petits jetons de charge qu'il va poser sur son... En tant qu'action, il peut poser des jetons de charge, et après il pourra, lorsqu'il va lancer une carte, donc lorsqu'il va lancer des attaques avec des cartes qui ont le mot-clé attaque, vous allez pouvoir dépenser jusqu'à 3 jetons pour ajouter +1 à cette attaque. Assez cool, je trouve, comme personnage. C'est pour ça que je le trouvais assez agressif, donc je me suis dit, tiens, ça va être un agressif. Pas du tout, c'est injustice. Donc il doit faire très mal, mais par contre pour retirer de la menace, ça doit être plus difficile. J'ai hâte de les jouer parce que c'est 2 super-héros que j'attendais avec beaucoup d'impatience. Qu'est-ce qu'on a? Ah bah oui, comme d'habitude. Oui. Enfin. Suis-je bête? Les coffrets Pokémon, je sais pas s'il nous en reste que 2. Non, quand même pas, non, ils viennent d'arriver. Non, il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Voilà. Et c'est les tout derniers qui sont arrivés avec un Pikachu en mauvaise forme. C'est un Mimikyu X, monsieur. Ah, pardon. Mais c'est vrai qu'on dirait Pikachu qui a abusé de certaines choses. Exactement. Donc c'est un peu la tristesse. Et puis bon, en termes de noms, ils se sont pas trop renouvelés. Voilà.
Il s'est dit, bah lui c'est quoi? Bah c'est un tout tombe. Allez, ça part. Mais il me semble que le Mimikyu, on rigole parce que Oui. ça y est, on est vieux, Ouais, on peut le dire. exactement, ouais, c'est ça. Mais il me semble que dans les nouveaux Pokémon, il est assez iconique. Ok, d'accord. Moi, il me disait vaguement quelque chose, mais là, ça ne dit plus rien. Je crois qu'on a fait le tour de toutes les nouveautés. Vous savez qu'à la fin de cette vidéo, il y a le focus sur Trio. Je voulais faire 2 remerciements spécifiques. Il y en a un, merci à Sylvain, tu sauras te reconnaître, parce que du coup, on avait eu des soucis avec notre box Orange, on n'arrivait plus à uploader des vidéos, ça mettait 1000 ans. Maintenant, la box a été changée, tout fonctionne à merveille. Donc, merci beaucoup à toi de faire remonter l'information. Ça nous a vraiment aidé. En une semaine, c'était bouclé. Donc, c'est parfait. Merci beaucoup à toi. Et merci à vous tous qui nous regardez, puisque quand on est allé à Cannes, on a eu plein de gens qui nous ont arrêtés en mode « Oh, ces jeux des cartes Bordeaux, ils sont là-bas !» Et ils sont venus à chaque fois nous dire « Ouais, super. C'était vraiment adorable. Continuez ce que vous faites. » Trop mignon, c'était trop mignon. Nous, à chaque fois, on sait pas trop quoi dire oui, parce qu'on s'y attend pas. Merci. Et voilà, c'était vraiment super cool. En tout cas, vous êtes très gentils. À chaque fois, c'est que des compliments, des petits mots et tout. Ça fait vraiment très plaisir. Et du coup, ça nous pousse encore à chaque fois à se dire allez, on fait la vidéo du vendredi. Ils nous attendent. On sera là au rendez-vous comme d'habitude. Voilà, je pense qu'on a fini la vidéo. Petit lutin veut rajouter quelque chose? Non, on vous aime beaucoup. On vous aime. Bisous. On vous dit à bientôt chez Jeux des cartes Bordeaux. Et coucou. Salut. Nous voilà pour un focus sur un jeu en avant-première que Cocktail Game a bien voulu nous passer. Oui. Merci beaucoup, c'est très gentil, surtout qu'on adore ce jeu. Donc on n'a pas fait pression, mais on était genre pitié. Voilà, c'est un gros coup de cœur, Trio. Oui, Trio, ce petit jeu de cartes à partir de 7 ans. C'est des parties de 15 minutes. Ouais. Pour 3 à 6 joueurs, c'est un jeu de Kaya Miyano. Et c'est illustré par, tu l'as dit tout à l'heure, Laura Michaud. Hop. Trio, c'est un petit jeu de cartes super simple dans lequel on va essayer de faire ce qu'on appelle des trios. Un trio, c'est un ensemble de 3 cartes identiques de même valeur. Donc dans les cartes, on a des valeurs qui vont de 1 à 12. Et dès qu'on arrive à faire 3 trios, c'est-à-dire trois ensembles de 3 cartes de même valeur, on gagne la partie. La mécanique est extrêmement simple, puisque à mon tour, je vais commencer avec des cartes en main. Donc là, j'ai fait une mise en place pour 4 joueurs. Donc on va avoir 8 cartes face cachée au centre de la table. Et du coup, les autres joueurs vont se répartir le reste des cartes. Donc on aura 7 cartes chacun en main. Et je les aurai triées au préalable. C'est important de les trier. Pourquoi? Parce que à mon tour de jeu, ce que je vais faire, c'est que je vais, un peu comme dans un jeu de cette famille, demander à Alice ou à un autre joueur de révéler soit sa plus petite carte, soit sa plus haute. Donc vas-y Alice, révèle ta plus haute. C'est 11. C'est dommage, ça ne m'aide pas dans mon exemple. En admettant, est-ce que tu aurais un 12 par hasard? Eh non. C'est pas grave. En admettant que je demande à Alice de révéler sa plus haute carte, et elle révèle un 11, ou par exemple on va dire, elle révèle un 11. Elle a révélé un 11, du coup moi je peux encore demander à quelqu'un d'autre, ou de nouveau je peux redemander à Alice de révéler sa plus haute carte, ou à quelqu'un d'autre de révéler sa plus petite, ou à quelqu'un d'autre de révéler sa plus haute. Mon autre plus haute carte, Voilà. c'est 10. Si je demande à Alice de révéler sa plus haute, puis de nouveau de lui redemander sa plus haute, les 2 cartes révélées sont de valeurs différentes, ce qui fait que ça saute mon tour. Donc du coup, elle récupère ses cartes, et du coup maintenant, les autres joueurs savent ce que Alice a, du moins, dans les valeurs les plus hautes, sur 2 cartes. En admettant que j'ai demandé à quelqu'un de révéler sa valeur la plus haute, et qu'il ait révélé un 12, j'aurais pu également, plutôt que d'aller chercher les cartes chez les autres joueurs, révéler l'une des 8 cartes qui se trouvent au centre. Donc là, je vais dire, allez, je révèle cette carte-là. Oh, un 10. C'est un 10. C'est marrant, j'avais un 10 dans ma main. Il faut s'en Donc souvenir. là, comme j'ai demandé un 12 à quelqu'un qui l'a révélé et que j'ai révélé un 10, ça s'annule, donc maintenant j'ai Mais le donné prochain, l'information. il a vu qu'il y avait un 10 là. Exactement. Il sait que j'ai un 10 dans ma main. Et peut-être qu'il avait un 10 dans sa main. Tout à fait. En admettant que je demande à quelqu'un de révéler sa plus petite, c'est un 1. Parfait. Je demande à quelqu'un d'autre de révéler sa plus petite, c'est un 1. Il se trouve que moi aussi, ma carte la plus petite, c'est un 1. Dans ce cas-là, je la mets face visible sur la table, je récupère les 2 autres 1, j'ai fait mon premier trio. Dès que j'en ai 3, j'ai gagné la partie. C'est aussi simple que ça, Trio, et c'est super cool. Pourquoi? Parce que à chaque fois que vous demandez une carte à quelqu'un, vous donnez des informations aux autres, mais surtout vous allez pouvoir essayer d'aller piocher petit à petit plus vite les informations chez les joueurs, parce qu'en fait maintenant que j'ai fait mon trio de 1, vous ne savez plus quelle est ma carte la plus petite. Donc maintenant peut-être ma carte la plus petite, ça peut être 5 par exemple, parce qu'entre 1 et 5, je n'avais rien comme carte. Donc si vous cherchez les 5, c'est peut-être chez moi qu'il faut aller les prendre par exemple. Si des fois vous n'avez aucune idée de ce que les autres ont en main, pourquoi pas aller chercher au centre. Il y a une petite variante de jeu, alors notamment déjà il y a une autre manière aussi de gagner instantanément la partie, ça va être de faire uniquement. Si jamais vous faites un trio de 7, qu'importe que vous ayez 3 trios, que c'est votre troisième, votre deuxième, votre premier, un trio de 7 c'est une victoire immédiate.
direct. C'est dur à aller chercher quand même parce que souvent C'est on au part des milieu. extrêmes. Donc forcément. Et t'as pas précisé d'ailleurs, enfin, c'est pas extrêmement précisé, c'est-à-dire que quand vous faites un trio, vous êtes obligé de faire un trio de votre carte que vous avez Oui, demandé. Vous bien pouvez sûr. pas faire un trio de votre 5 qui Non, était au milieu. Vous devez faire effectivement. votre trio de soit votre extrémité plus C'est ça. grande, soit de la plus petite. Voilà, exactement. Quand Ça on va limite. chercher plus haut, on va chercher plus haut et plus bas, plus bas. Voilà. Ce que je voulais rajouter aussi, c'est qu'il y a une autre variante de jeu, qui s'appelle une variante un peu plus piquante, où en fait les cartes en bas vous indiquent 2 valeurs en fait. Et ces valeurs-là, en fait, ça vous indique les trios possibles à faire si vous voulez gagner plutôt qu'avec 2 trios, plutôt qu'avec 3 trios. Donc je m'explique, sous le 1 par exemple, il y a marqué 6 et 8. C'est-à-dire que j'ai fait mon trio de 1, si je fais un trio de 6 ou de 8, ben j'ai gagné instantanément la partie, tout simplement. Donc c'est plutôt une paire de trios précise ou un trio de trios. C'est tout. C'est franchement Ouais. limpide comme Bon jeu. jeu de mémoire, en vrai. C'est le super jeu de théâtre que vous sortez avec n'importe qui. Franchement, même les enfants de 6 ans peuvent y jouer, je pense. Peut-être pas avec la variante, mais sans ça, les mécaniques sont super simples. Ah oui, c'est un jeu de cette famille avec beaucoup de mémoire. Exactement. Il y a Comme vraiment ce jeu de côté de cette mémoire. Il y a vraiment ce côté où il y a des joueurs qui vont chercher que là, parce qu'ils pensent que la plupart des cartes qu'ils veulent sont ici. D'autres qui vont aller vraiment chercher chez un joueur parce qu'ils savent que ce joueur-là, il a forcément toutes les cartes que j'ai en main. C'est Il y en a qui extrêmement vont simple. un peu chez tout le monde. Moi, je pense rarement à demander 2 fois Oui, à la c'est même vrai, personne. Ça, on pense pas à le faire. Et par À exemple, j'ai creuser. demandé à Alice, sa plus grosse, et révèle à 11. Je me dis, bon, je vais aller chercher quelqu'un d'autre. Pas forcément, parce que sa plus haute, c'est peut-être un nouveau à 11. Et du coup, bah, en fait, les deux 11, ils sont chez Alice, oui. par exemple. Mais du coup, je me dis, ah, s'il a demandé à 11, c'est que lui, il a 11. Voilà. Oh, Alex, montre-moi ta plus grande carte. Par Un 11. exemple. Allez. Et c'est là où, du coup, il faut être subtil. Et peut-être au début de la partie, commencer ici pour pas demander à des gens de révéler des cartes sous prétexte que, du coup, ils sauraient que nous, on a ce même type de cartes. Un peu comme le jeu de cette famille, quand vous demandez une Exactement. valeur, enfin, quand tu demandes la grand-mère de telle famille, tu te dis, ah, elle a peut-être Ah, le grand-père forcément. de cette Voilà. famille, tu vois. Souvent, Exactement. Et donc, plus il y a de trios qui sont faits autour de la table, plus, du coup, les chances de trouver son trio s'agrandissent. Voilà. voilà. C'était une petite explication, un focus sur Trio, qui est pour moi Le jeu. le jeu de cartes de cette année, en tout cas, pour moi. Au moins de cet été, c'est sûr. Parce qu'on n'a pas encore vu tout ce qui sortait pendant l'année. Mais en tout cas, pour cet Tout à été, fait. c'est sûr. Pour cet été, en Sûr. sachant que c'est prévu une sortie plutôt pour avril, début avril. Voilà. À voir, hein, comme d'habitude. À voir, évidemment, les dates peuvent changer, mais normalement, c'est prévu avril. Je suis très au milieu, mon cher. Désolé, regarde. Hop. Ah, pardon, non, Voilà. mais c'est pas grave, j'aurais été un peu sur le côté, mais c'est Ouais. pas un souci. On vous dit À très à bientôt chez chez Jeux des cartes Bordeaux.